Je n'avais conservé aucun secret vis-à-vis de Jindié. Mon amour-propre s'évanouissait en sa présence. Depuis l'été à Natyagali, toute réserve verbale avait disparu entre nous. Et maintenant, je ne comprenais absolument pas les raisons de sa retraite émotionnelle. Peut-être croyait-elle que certains préjugés de ma mère étaient génétiques et enracinés de même chez nous tous, mais quel que soit le motif, il fallait que je le découvre avant de partir. Il fallait que je la persuade de venir à un ultime rendez-vous, ma dernière chance, mais pour la rassurer sur la pureté de mes intentions, il fallait que le lieu soit en même temps public et secret. Le seul endroit répondant à cette description, c'était la terrasse de marbre moghol dans les jardins de Shalimar, à la sortie de la ville. « Comment comptes-tu escalader ces murailles au clair de lune sans l'aide de Satan ?» me demanda Platon aux abois. Nous étions un jeudi, mon départ était fixé pour le dimanche. Mon plan était simple. Je convaincrais Jindié de me rencontrer une dernière fois. Elle dirait à ses parents qu'elle allait passer la nuit chez une de mes cousines. Platon, en livrée de chauffeur, emprunterait la voiture d'un ami et irait la prendre chez elle le vendredi soir. Tous deux me retrouveraient devant les jardins de Shalimar, ça marcherait. Les jardins sont fermés à clé, il y a des gardes de nuit, tu ne pourras pas entrer. Platon ne se doutait pas que j'avais résolu ce problème-là. Des amis proches de ma famille étaient les gardiens héréditaires de Shalimar, en récompense pour avoir labouré le sol et planté les graines à l'époque où les jardins, une passion moghole, étaient en construction. Anis, le fils cadet aux yeux languides, avait quelques années de plus que moi et c'était un ami cher. Expédié à l'âge tendre dans un pensionnat anglais élégant, il avait d'abord pris des allures de jeune coq, puis sombré dans une dépression nerveuse dont il ne s'était jamais vraiment guéri. Ses ancêtres s'étaient emparés des terres avoisinantes à l'effondrement de l'empire moghol et faufilés dans les rangs de la noblesse. Cela nous faisait beaucoup rire quand son père, un membre radical de l'Assemblée constituante de Terre-Patrie, racontait l'ascension de sa famille. Je téléphonai à Anis, lui expliquai mon dilemme. Il m'offrit sa voiture et la clé d'un portail privé qui servait depuis des siècles à ce genre de rendez-vous. Et je n'avais pas à m'inquiéter des gardes. C'étaient des tenanciers et ils recevraient consigne de protéger notre intimité. Est-ce que je voulais du vin et de la nourriture? Non. Un joueur de sitar caché derrière les buissons pour rehausser l'atmosphère? Non. À l'entendre, on se serait cru dans un film de Bollywood. J'allais, avec Platon, récupérer la clé et la voiture. Anis nous dessina un petit plan indiquant l'endroit précis où se trouvait le portail secret. « Dara, me dit-il, d'une voix forte, quand je me préparais à partir. C'est la beauté chinoise contre laquelle ta mère nous a tous mis en garde ?» J'opinai. C'est bien ce que je pensais. Quoi que tu fasses, je te souhaite de réussir. Ne tolère pas de refus. Enfuis-toi avec elle. Prenez la voiture. Qu'Allah nous protège de nos mères. Tu as dit que tu passerais la nuit là-bas? C'est parfait. Absolument parfait. Je préviendrai les domestiques. Bonne chance, cher Dara. Désolé de n'avoir aucun conseil utile à t'offrir. Tout était maintenant réglé, sauf le consentement de Jindié. J'avais 20 ans, elle en avait 18. Nous n'avions l'un et l'autre aucune expérience réelle de la vie, et c'est pourquoi nous considérions nos conversations privées, la plupart du temps au téléphone, comme une forme rare de bonheur. J'avais traversé des plages d'idées noires à me demander ce que serait l'existence sans elle. Mes yeux s'allumeraient-ils de nouveau à la courbe d'un sein de remplacement? Comment réagirait-elle quand je lui dirais que j'avais réservé Shalimar juste pour nous permettre de parler en paix la nuit entière, face à face, au lieu de tenir un récepteur près de l'oreille? Je me dis qu'il faudrait déployer tous mes trésors de persuasion pour la convaincre de même me parler.
Mais notre éloignement durait depuis une semaine, et c'était devenu une telle habitude de tout nous raconter, comme font les bons amis, qu'elle aussi devait éprouver des symptômes de manque. Et peut-être est-ce cela qui avait entraîné chez elle un total changement d'humeur. Elle accepta sur le champ tout le projet, sans relever la surprise dans ma voix quand j'exprimais ma joie. Je me sentais serein et confiant. Elle serait à moi. Tout irait bien. Jamais nous ne serions séparés. Platon joua son rôle à la perfection. C'était une belle soirée d'octobre. Nous avons marché d'abord jusqu'au rempart au-dessus de l'ancienne muraille pour voir les lumières de Lahore. Elle me laissa tenir et embrasser sa main, ce que je fis à maintes reprises. Elle me dit, sans que je lui demande, toutes les vilaines choses de moi que lui avaient rapportées ses amis de Naïrn. Comme la plupart étaient vraies, je jugeais plus sage de prendre un air digne et m'abstenir de répondre du tac au tac. Les jardins la nuit étaient magiques, avec la ville au loin et les étoiles au-dessus de nous. Il régnait un silence absolu, hormis le cri d'un hibou solitaire. Peu à peu, nous nous sommes habitués à la lueur stellaire. Au début, nous chuchotions, jusqu'au moment où nous avons pris conscience que nous étions seuls et pouvions parler normalement. Je me souviens que nous portions chacun un châle et arpentions le jardin tout en parlant. Je voulais tout savoir de sa famille. Quand et pourquoi ses ancêtres avaient-ils quitté la Chine? C'était une longue histoire, dit-elle, qui demanderait au moins 301 nuits. Commençons maintenant, implorai-je. Mais elle n'avait pas envie de parler de tout cela ce soir. Elle m'avait un jour fredonné une chanson en Punjabi et je lui demandais un bis. Alors, chante un peu de Waris Shah dans le creux de mon oreille. Il y a eu quelques éclats de lumière soufie en Chine aussi, tu le savais. Ce sont plutôt les délices soufis qui m'intéressent ce soir. Elle me prit le bras, tandis que nous continuions à marcher et parler au clair d'étoiles, mais en restant à bonne distance du sujet qui nous inquiétait tous les deux. De façon mystérieuse, des coussins avaient surgi sur les bancs de marbre où nous avions établi notre domaine. Anis, sans tenir compte de mes souhaits, avait prévu des pichets de thé et une pleine boîte de sandwich au poulet. Elle n'y prit même pas garde. Si j'entends un foutu sitar gémir derrière un buisson, je te tuerai, Anis. Grâce au ciel, il ne se produisit rien de plus. Jindier, non, ça ne sert à rien. Je l'étreignis et embrassai ses paupières. Elle se laissa aller dans mes bras et je lui caressai la tête. Qu'est-ce qui t'a décidé de renoncer à Leeds? Pourquoi gâcher notre dernière soirée ensemble à parler de choses déplaisantes? Contente-toi d'admettre que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre et oublions les grandes idées. Vivons le présent. J'embrassai ses lèvres et elle me rendit mon baiser. Alors, j'ai pensé que si nous faisions l'amour et qu'elle tombait enceinte, ce serait un fait accompli. Il faudrait qu'elle m'épouse et au diable le reste du monde. On aurait dit, même à chaud, un mauvais mélodrame de l'amour, mais l'intensité du moment submergea toutes mes facultés critiques. J'étais en proie à la passion qui combine amour et luxure. Elle était détendue et ne cessait de caresser mon visage en m'embrassant. Puis, juste au moment où le muezzin appelait les fidèles à la prière du petit matin, je commis une erreur fatale. Je glissai ma main sous son châle, puis sous sa chemise, cherchant la texture crémeuse de ses seins. Je caressai le petit orbe encore caché sous le tissu. Elle ne s'y opposa pas, ce qui m'enhardit à persister. Je tentais d'écarter son soutien-gorge pour embrasser la chair. Grave erreur tactique. Elle se leva d'un bond, une expression d'horreur sur le visage. « Pourquoi tu as fait ça ? Je veux te faire l'amour. C'est notre seule nuit ensemble et j'ai pensé... » Elle me lança un flot de paroles en chinois, hurlant sans cesse le mot « sémène » tout en me désignant du doigt. « Jindier, je suis désolé. »« Non, c'est faux, sémène !»« Rien que sémène. Voilà ce que tu es. Tu sais ça ? Tu ne vaux pas plus, espèce de sémène. Je te hais. Tu ne m'aimes pas vraiment. Il n'y a rien de pur dans ton amour. Je veux rentrer chez moi tout de suite. » Qu'est-ce que je pouvais faire ? J'implorais son pardon, je pleurais, je tombais à genoux, lui baisais les mains.
Les jeunes sont foncièrement mélodramatiques et le lieu s'y prêtait on ne peut mieux, mais ce fut en vain. Elle était folle de rage et se reprochait amèrement d'avoir accepté l'idée même de cette rencontre. Elle courut jusqu'au portail, je sortis derrière elle, Platon vit ses larmes et comprit aussitôt. « S'il vous plaît, Platon, ramenez-moi à la maison maintenant, puis vous reviendrez chercher M. Sémène pour le reconduire chez sa mère. » Était-ce mon imagination ou ai-je vu Platon réprimer un sourire? Tandis que la voiture s'éloignait, une voix familière me fit sursauter. « Tu aurais dû la forcer. » C'était Anis. « Pardon, D, je n'ai pas pu résister à l'envie de jouer les témoins. Tu pleurais pour de bon? Très impressionnant en tout cas. » Connaissant ses habitudes voyeuristes, je n'étais pas entièrement surpris. En fait, maintenant, j'étais plutôt content de sa présence. C'était une diversion bienvenue qui me retenait de sombrer dans le désespoir. Nous avions faim tous les deux et fîmes rapidement un sort au sandwich. D'avoir joué les chauffeurs il y a tant d'années, nous conduisant Jindier et moi au jardin de Chalimard alors que tous deux n'exhalions que soupirs, voilà l'insigne faveur que m'avait faite Platon et pour laquelle je lui avais promis en retour tout ce qui était en mon pouvoir. Voilà pourquoi je suis plongé dans la reconstitution de ma vie. Peut-être n'a-t-il pas tout à fait pressenti que pour parler de lui, je devrais forcément ressusciter la vie des autres, y compris la mienne. Quoi qu'il en pense maintenant, il n'existait pas ni n'aurait pu exister seul. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre ce que voulait dire Jindier quand elle m'incitait à lire Le rêve dans le pavillon rouge de Cao Xueqin, le grand roman chinois du XVIIIe siècle. L'auteur dit à ses lecteurs que d'avoir vécu dans la pauvreté et la misère lui a fait comprendre que les amis de sa jeunesse lui étaient moralement et intellectuellement supérieurs. Aussi veut-il raconter leur vie pour se remémorer les jours dorés qu'il garde dans son cœur. C'est un roman envoûtant sur une famille opulente qui vit dans un ensemble clos de châteaux au service de la cour de l'empereur. On en connaît 5 volumes. Il semble que l'auteur n'ait jamais complété le récit de son vivant. Ce livre me rappelait beaucoup Jindier, même si elle était sans doute beaucoup trop jeune quand elle en eut pour la première fois connaissance. S'était-elle conformée au modèle de Dai Yu, la beauté ultrasensible dont les passions sont dissimulées au monde et même au ciel? La lecture du roman fut pour moi une expérience forte, en partie parce que les expériences et les émotions des jeunes personnages dans la description de l'auteur m'étaient souvent familières et qu'elles me faisaient penser non seulement à Jindier, mais à plusieurs des cousines que j'avais quittées. L'intrigue se concentre sur un groupe de jeunes romantiques égocentriques qui tentent d'ignorer la ruine du château qu'ils partagent avec leurs aînés. Cela non plus ne m'était pas étranger. Si j'avais lu le livre plus tôt, peut-être aurais-je mieux compris les préoccupations de Jindier, mais cette découverte serait toujours arrivée trop tard en ce qui la concernait. J'ai lu aussi un autre roman qui m'avait été conseillé, non par elle, mais par son frère Confucius. Il s'agit d'un conte écrit environ un siècle avant le rêve, follement divertissant. Ce doit être l'un des chefs-d'œuvre érotiques de la littérature mondiale. Dans Jinping Mei, ou Fleurs en fiole d'or, chacun des personnages principaux est odieux. Et il n'y a pratiquement personne dans les 3 volumes avec qui le lecteur pourrait partager des sentiments ou des traits de caractère aux antipodes des premiers romans écrits en anglais ou des œuvres de Jane Austen et des sœurs Brontë. À mi-chemin du premier tome, je découvris que Jindier en avait sûrement lu des extraits, voire la totalité. Et voilà résolue une ancienne énigme. Ce qu'elle m'avait hurlé pendant cette nuit affreusement mémorable dans le pavillon des jardins de Chalimard, ce n'était pas Sémène, mais Simène, le nom de l'anti-héros au cœur de la débauche de sexe et d'avarice qui occupe tout le roman. J'interrompis ma lecture quand je compris la chose pour rire à mon aise. J'étais légèrement choqué tout en repensant à elle. Elle avait 18 ans à l'époque
et avait dû lire le livre en cachette.